Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle mise au point. Ce mois d'octobre a été plutôt créatif en termes de nouvelles choses puisque j'ai lancé mes Gravity Flows, j'ai lancé un sondage par rapport à quel réac vous voudriez voir après celle sur les mystérieuses cités d'or. J'ai lancé une nouvelle mise au point HS qui a été plutôt bien perçue, j'ai bien apprécié ça et je vais revenir sur pas mal de ces choses-là. Mais je vais commencer par un truc qui vous parlera sans doute plus, les Gravity Flows que j'ai lancé. Donc, on m'a repris sur 2-3 petites choses. Enfin, c'est pas des critiques acerbes ou quoi que ce soit, mais c'est 2-3 petites remarques qu'on m'a faites sur lesquelles j'aimerais revenir. Tout d'abord, il y a quelques personnes qui ont eu un petit peu de mal avec ce nouveau nom-là, qui n'ont pas tout à fait compris le principe. Et c'est pas gravissime, hein. Le truc, c'est que quand je veux lancer une nouvelle série de vidéos, et quand je ferai ça après Gravity Flows, parce que il y a de fortes chances pour que je parte sur une nouvelle série de vidéos de ce genre-là après Gravity Falls, j'avais envie de faire un truc, de changer le nom pour faire quelque chose qui stipule bien que c'est une critique. Hein, c'est pas juste les épisodes qu'on va vous montrer ou quoi que ce soit, c'est vraiment une critique des épisodes. Herculogue, c'était basique, ça a jonglé sur le fait que Hercule se termine par le, et puis ce genre de vidéos en général c'est des logs, vlogs, etc. Donc c'était facile. Gravity Falls, j'avais envie de faire un truc un petit peu plus recherché que Gravity Log, et je me suis dit, Gravity Flows, Flows c'est similaire phonétiquement à False, et Flows c'est pour voir les failles, les défauts des épisodes. Je me suis dit, clac, ça colle complètement, et ça permettait de bien faire passer le truc. On m'a un peu repris aussi, c'est que c'était un peu dommage que je fasse pas de petites listes sur comment je classe tel ou tel épisode comme j'avais fait pour les Herculogues. Et le truc avec les Herculogues, faut savoir que j'ai fait ça au bout de 20 épisodes. C'est pas un truc que j'ai lancé comme ça dès le premier épisode. Et ça venait en grande partie du fait que j'avais le sentiment de pas être super clair sur ce que je pensais exactement de l'épisode, quel degré de nullité je lui accordais en fait. C'est ça le truc. Et donc, j'avais un petit peu envie de clarifier ça en faisant cette liste, mais avec Gravity Falls, j'ai le sentiment que j'aurais pas particulièrement besoin de préciser ça pour que les gens comprennent ce que j'ai pensé de tel ou tel épisode, parce que je pense qu'à par quelques exceptions près, je ferai toujours un petit résumé de fin, un petit bilan de fin sur mon ressenti de l'épisode. Mais si vraiment vous y tenez, alors à ce moment-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que je vais réagir en fonction de ce que vous direz en commentaire. Si vous trouvez vraiment que ça apporte quelque chose, simplement parce que, je sais pas, vous aimez avoir des statistiques, combien il y a d'épisodes qu'il a un peu apprécié, combien d'épisodes il a beaucoup apprécié, combien d'épisodes il a vraiment adoré, tout ça. On peut faire ça, voilà, on pourrait faire un truc en inversement de celui que j'avais fait pour Herculogue, c'est-à-dire qu'il y aurait les épisodes qui seraient passables corrects, les épisodes qui seraient bien, et les épisodes qui seraient excellents, voilà. Et donc ouais, avec des termes un petit peu plus loufoques, un petit peu plus drôles, j'essaierai de chercher ça, et puis il y aura un petit encart, cette fois-ci pas pour les bons épisodes, mais pour les mauvais épisodes, parce qu'il y en a quelques-uns quand même dans cette série pour moi. Je peux faire ça si vous voulez. D'un point de vue tout à fait personnel, je trouve ça un peu superflu, mais si vous y tenez, je peux faire ça. Voilà, alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, parlons maintenant de la série qui succédera aux Mystérieuses Cités d'Or pour les futurs réacs, et à moins qu'il y ait un énorme changement d'avis de votre part, ce sera Witch. J'étais vraiment pas sûr que ça marche ça, et pourtant c'est celle qui a le plus de voix. Ce sera sûr à 99% que ce sera cette série-là que je traiterai la prochaine fois. Ça devrait être normalement en fin de mois que ça viendra. Ensuite, pour parler des Disney-Files, je vais pas m'étendre grandement sur les films clochettes un par un pour l'instant. Je ferai sans doute ça en bilan pour la prochaine mise au point. J'aimerais juste dire deux choses par rapport à certaines réactions à nouveau, parce qu'il y a vraiment eu des attentes presque opposées, presque opposées à l'extrême par rapport à ce que j'étais censé dire sur ces films par rapport à certaines personnes. Et il y a certaines personnes qui trouvent que c'est vraiment pas une franchise si mal que ça et qu'il y a vraiment de bons films là-dedans. Il y a des personnes qui s'attendaient vraiment à ce que je descende ces films. Alors, je sais pas exactement quelle impression je vous ai donnée par rapport à ça. C'est vrai que j'étais relativement gentillet les rares fois que j'ai parlé des films clochettes, mais
j'ai jamais donné l'impression que je trouvais que c'était des grands films, et j'aimerais vraiment clarifier les choses par rapport à ça. Vous attendez pas à ce que je sois dithyrambique sur un seul film clochette, hein. Il y en a un qui se démarque un peu du lot en termes de qualité. C'est le quatrième, je le dis tout de suite, hein, vous le saurez maintenant, mais même celui-là, je suis loin de trouver que c'est un grand film ou quoi que ce soit, hein. Vraiment loin. Il a de bonnes qualités qui m'ont su marquer, mais il est loin d'être parfaitement exécuté, ce film, pour moi. Et le sixième, il y a beaucoup de gens qui disent que ce film est génial. Vous risquez d'être un petit peu déçu par ma critique à ce moment-là, parce que je trouve pas que c'est le cas. Ce sont des films qui sont tout à fait louables à montrer des enfants, sauf le troisième, personnellement, je trouve. Mais en termes de qualité pure, ça va pas très loin. C'est pas mauvais, mais ça va pas très loin pour moi. Donc vous attendez pas à quelque chose de dithyrambique ou d'ultra cassant pour ces critiques-là, hein. C'est clairement pas le truc. Ensuite, on m'a repris de façon un petit peu répétée sur le fait que je faisais un parallèle avec My Little Pony dans la critique du premier film. Et je sais pas trop, on m'avait pas autant cassé les pieds, j'ai envie de dire presque, j'exagère, hein. On m'avait pas autant interpellé là-dessus la première fois que j'avais fait des références à My Little Pony, alors que je sais pas, c'est pas la première fois que j'affiche que je connais My Little Pony, hein. Alors, déjà un truc, quand on fait une référence à un film, une œuvre quelconque dans une critique ou quoi que ce soit, ça veut pas forcément dire qu'on est un fan absolu de cette œuvre, hein. Je veux dire, ça m'est arrivé de faire des références à divers trucs, parce que c'est populaire et parce que je connais ça. Si je fais référence à Pokémon de temps en temps, hein, ça va arriver, à un moment donné je vais faire une référence à Pokémon ce mois-ci, rapidement parce que ça m'est venu comme ça en tête. C'est pas parce que je suis fan de Pokémon, hein, c'est parce que ce truc est tellement populaire que tu peux pas te le sortir de la tête, hein. Voilà pourquoi je fais référence à Pokémon. C'est pas parce que je fais une référence à un truc que je suis forcément un fan assidu. Et je déteste ce terme brony, c'est de la merde pour moi. Je déteste le fait qu'on doive se trouver un petit nom pour spécifier qu'on est fan d'un truc. Genre, Wuvienne, Brony, Trekkie, je trouve ça con. Je suis fan d'une série particulière, pourquoi je devrais porter un petit nom pour ça? Cette manie débile de se trouver des petits noms pour se mettre dans des cases à cause de conneries comme ça, je trouve ça stupide. Voilà, je le dis tout de suite, je trouve ça stupide. Alors je sais que c'est pas grand chose, c'est juste un petit nom qu'on se donne, mais voilà, je déteste qu'on m'appelle Brony. Voilà, j'aime la série My Little Pony, je suis pas un fan assidu hardcore qui fait gaffe à tous les petits détails ou quoi que ce soit. Je trouve même qu'il y en a qui vont très loin pour élaborer, je sais pas, une espèce de gloire à peu près tous les persos secondaires et tertiaires de la série. Je trouve ça complètement abusé, mais voilà, je suis pas un fan hardcore de My Little Pony et je n'aime pas du tout qu'on m'appelle Brony, je vous le cache pas. Néanmoins, on a repris pour le parallèle que j'ai fait avec Clochette, et ça a surpris quelques personnes, alors que pour moi, ça c'est évident. Je veux dire, si on a vu un petit peu la série, ne serait-ce que la première saison, vous avez suivi la première saison, vous en foutez du reste, vous voyez directement le parallèle. Parce que c'est très similaire. Les héroïnes principales des films Clochette ont des personnalités trempées qui rappellent pas mal celles des héroïnes de My Little Pony, et c'est pour ça que je sens que My Little Pony s'est un peu inspiré de ce film, et je pense qu'il y a eu des inspirations des deux côtés au fur et à mesure que les films ont progressé et que la série a progressé, je pense, et ouais, si on fait le comparatif, allez, si on fait ça dans le désordre, Vidia est très similaire pour moi à Rainbow Dash dans ce côté légèrement garçon manqué, mais surtout très vantard, je suis un peu meilleur que tout le monde, c'est très caractéristique de Rainbow Dash. Roselia, c'est Rarity à fond, quoi, c'est exactement la même personnalité de femme un peu précieuse, et qui aime pas la saleté, etc., qui a une certaine grâce, mais ça n'empêche pas d'avoir une vraie sympathie, quoi. C'est pas juste un cliché détestable, elle a une vraie sympathie. Rosalia, c'est, je pense, ma fée préférée du lot. Ensuite, nous avons Ondine et Noah qui, à elles deux, réunissent un petit peu les caractères de Applejack et de Fluttershy. Pour moi, il y a quelque chose de très similaire dans leurs caractères si on les mélange un petit peu. Et à côté de ça, on a Iridessa, qui est un peu chiante en fait. C'est le personnage le moins intéressant de la franchise pour moi.
Sa seule caractéristique, c'est d'avoir peur. C'est un peu une froussarde. Donc on va dire que c'est légèrement comme Fluttershy. Ouais, voilà. Voilà le truc qu'il n'y a pas dans les films clochettes de similaire à My Little Pony, c'est un équivalent à Pinkie Pie, mais il n'y a pas grand chose qui soit équivalent à Pinkie Pie. Ils ont essayé dans le quatrième film de créer un personnage qui avait une personnalité légèrement similaire. Et sincèrement, si on regarde l'épisode 11 de la première saison de My Little Pony, il y a quand même une base d'histoire qui est très similaire à celle du premier film Clochette. On a ces festivités qui reviennent à faire partir l'hiver en déblayant la neige, en aidant les animaux à sortir de leur petit coin, de leur hibernation, etc. C'est très similaire au scénario du premier film. Et on a le même principe avec Clochette, qui au début fout un peu la merde, mais se découvre des compétences pour aider mieux à la gestion des choses. C'est le même principe qu'on a avec l'héroïne dans cet épisode 11. C'est pour ça que pour moi c'est évident. Pour moi c'est évident qu'il y a une inspiration. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce parallèle. Mais ouais, c'est pas un truc que je fais tout le temps, sachant que c'est pas la première fois que je parle de My Little Pony. À nouveau, j'en ai parlé dans ma critique de La Reine des Neiges. J'ai fait toute une mise au point, enfin tout un avis à tiède sur le film et la série. Et il y a que maintenant qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais tu connais My Little Pony, tu serais pas un brownie ?» C'est que maintenant que vous me faites cette remarque-là. Et donc, alors bon, je sais qu'il y a des gens qui découvrent et que vous pouvez pas faire gaffe à toutes mes vidéos, c'est vrai. Mais bon, ça fait un petit peu bizarre qu'il y ait autant de gens qui réagissent comme ça. C'est vraiment un truc que j'essaye le moins possible de faire, c'est de mettre en avant le côté fan pour autre chose que Disney, histoire de dire ah vous savez à quel point je suis fan de ça, faut que vous découvriez ça. J'évite vraiment ça parce que ça tendance à me saouler. C'est vraiment un truc que j'essaie le moins possible de faire, et c'est pas parce que je fais des petites références assez rares qu'il faut monter sur vos grands chevaux et être aussi soit il y a d'un côté les gens qui sont super ravis, qui disent absolument oh mon dieu, il aime My Little Pony, c'est extraordinaire, soit les gens qui disent oh My Little Pony, oh c'est genre écoutez les gars, j'en parle pas à fond, j'en parle un petit peu rapidement, histoire de c'est pas un truc que je vous enfonce dans la gorge, donc calmez-vous. J'aime pas ça aussi, en plus c'est une pratique que j'aime pas qu'on fourre les trucs qu'on aime dans la gorge des gens, simplement parce qu'on aime ça, alors que le sujet de nos vidéos c'est pas censé être ça à la base. Le sujet de mes vidéos c'est les films Disney, donc je m'attarde sur les films Disney animés. Voilà, et en dehors de ça, je suis très rarement attardé réellement sur quelque chose. Et le fait que vous en fassiez tout un pataquès, certains, je trouve ça... Sérieusement, j'en fais pas un pataquès dans ma vidéo, j'en parle rapidement. Faites pareil, s'il vous plaît, hein, ce serait cool. Quoi qu'il en soit, je vais, comme je l'ai dit, parler des films Clochette en détail une fois que j'aurai traité toute la franchise. Ça sera terminé le mois de novembre qui vient. Et il reste à parler rapidement de Megamind. J'ai pas eu beaucoup de critiques qui m'ont interpellé. Très bons commentaires, très sympathiques sur le manque de succès non mérité de ce film. Beaucoup de gens sont d'accord avec moi, donc c'est très cool ça. Il y a des gens qui n'ont pas aimé le film pour certaines raisons, et je peux comprendre, il y a certains moments un peu lourdingues, mais voilà, c'était des commentaires très sympathiques. Par contre, il y a 2-3 personnes qui ont dit que c'était pas vraiment pertinent de faire une comparaison avec les films Les Indestructibles de Pixar, et qu'il y a même certains qui ont dit c'était plus proche dans l'esprit de Moi moche et méchant sorti 2 mois plus tôt. Ça, c'est ce qu'on dit certaines personnes, et je ne suis respectueusement pas d'accord avec ça. Alors déjà, pour la comparaison avec Moi moche et méchant, waouh, il y a une bazounette similaire, je dis bien une bazounette similaire, par rapport au fait qu'on a un méchant, un super vilain, qui va devenir gentil à la fin.
Et oui, il y a quelques gags un peu forcés, on sent il y a une ambiance plus gaguesque qu'un film sérieux dans Megamind, mais quand même ça sait être sérieux quand ça veut, mais en dehors de ça, il n'y a rien du tout. En termes d'ambiance, en termes de ton, ce n'est pas du tout la même chose que Moi Moche et Méchant. Et c'est pas pour cracher particulièrement sur Moi Moche et Méchant, à nouveau, j'apprécie un petit peu le premier film. C'est les suites qui me gaffent, mais le premier film, je l'apprécie un petit peu. Le truc, c'est que c'est pas du tout le même ton, il n'y a pas du tout le même genre d'intrigue, le même genre de message qu'on veut faire passer par rapport à ça. C'est très très différent. On sent largement plus dans Megamind une intention de gentille parodie des codes super-héroïques, contrairement à Moi Moche et Méchant, qui... Qu'est-ce que ça a de super-héroïque? Il n'y a pas un seul super-héros là-dedans. Il y a un petit gouvernement qui gère les choses derrière, histoire de dire, mais sinon c'est juste des super-vilains qui sont super-vilains, voilà, dans leur coin. Ils n'ont pas de grands gentils à affronter ou quoi que ce soit. C'est pas du tout la même ambiance. Alors que dans Les Indestructibles, il y a cette même ambiance un petit peu qu'il y a dans Megamind, c'est-à-dire ce côté on suit les codes de films de super-héros, c'est-à-dire il y a le grand vilain qui a des plans machiavéliques pour dominer, etc. Et à côté de ça, il y a les super-héros qui doivent les combattre. Déjà, il y a ça, il y a cette dynamique de dualité, de duel entre ces deux-là, qui n'est pas du tout présente dans Moi Moche et Méchant. Et en plus de ça, il y a vraiment une notion de satire respectueuse, parce que vraiment le côté respectueux dans Moi Moche et Méchant, je sens pas. Je vois même pas la notion de satire, c'est plus c'est de la grosse parodie, quoi, c'est pas de la satire. Alors que Megamind, c'est de la satire, c'est-à-dire que ça c'est ne pas se prendre au sérieux quand il le faut, et se prendre au sérieux quand il le faut. Alors que Moi Moche et Méchant, j'ai un peu plus de mal pour ça, hein, même le premier film. Donc, ouais, pour moi, il y a quand même quelque chose de similaire dans les ambitions et dans le ton du film par rapport aux Indestructibles. Et c'est en ça que je compare les deux films. C'est clair et net que l'intrigue n'a rien à voir. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit. Il y a quelque chose de similaire dans l'ambition et le ton du film, mais dans l'intrigue que ça veut faire passer, le message que ça amène, etc., ça se distingue très nettement des Indestructibles. Mais étant donné qu'il y a un ton similaire, ça me force un petit peu à faire ce petit comparatif dans ma tête. Voilà. Mais oui, ça se distingue très clairement des Indestructibles en termes d'intrigue, de scénario et de personnages sur le principe. Et c'est pour ça que je peux pas non plus dire que c'est un truc qui souffre totalement la comparaison avec les Indestructibles. C'est dans son ton qu'il a une comparaison à faire, mais sinon ça se démarque bien assez des Indestructibles et encore plus de Moi Moche et Méchant, m'excuserez. Bien, on va se lancer dans le petit sujet de cette mise au point qui m'a été inspiré de certains commentaires que j'ai lus par rapport à mon top retour sur Fievel et le Nouveau Monde. À nouveau, je dois toujours batailler pour me dire dans la tête, c'est Fievel et pas Fievel. Fievel. Toujours du mal à le prononcer comme ça. Donc, ouais. On m'a repris par rapport à une petite connerie que j'ai dite, parce que oui, j'ai dit une autre connerie, ça m'est arrivé encore, lorsque j'ai dit le doubleur pour Fievel. Et quand j'ai dit qu'il n'était pas très doué et que j'aurais préféré avoir une femme adulte qui ferait passer ça plus naturellement. Alors le fait est que ce n'est pas un doubleur mais une doubleuse. Sauvane Delanoë qui, à défaut de bien savoir jouer à ce moment-là, savait donner le change pour faire croire que c'était une voix de garçon. Donc c'est bien. Sinon d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à défendre cette comédienne de doublage. Par rapport au fait qu'elle a joué des rôles beaucoup plus importants par la suite, qu'elle s'est améliorée. On m'a notamment dit qu'elle jouait Penny dans Oliver et compagnie, elle s'est rattrapée. Non, Penny est pas bien doublée je trouve personnellement, mais si vous trouvez tant mieux pour vous. Hein. Mais bon, elle a joué plus notablement Ben 10. Ben dans Ben 10, je sais plus comment il s'appelle, c'est plus son nom de famille. Voilà, vraiment, ça m'a pas grandement marqué sa voix de Ben 10, je vous cache pas. Donc voilà, je suis désolé, hein, mais les rôles que j'ai vus qu'elle a doublés sur sa page Wikipédia m'ont pas grandement marqué.
Donc apparemment elle doit faire du travail correct parce que j'ai pas trouvé Penn mauvais, hein, mal doublé, mais sa voix m'a pas grandement marqué. Quoi qu'il en soit, ça me fait revenir sur une chose sur laquelle on m'a pas beaucoup repris et je suis un peu surpris que ce soit pas arrivé parce que ce genre de choses, j'ai tendance à avoir ce genre de petites corrections assez souvent quand des gens font l'erreur entre guillemets de ne pas nommer quelqu'un comme comédien ou comédienne de doublage, mais comme doubleur ou doubleuse. Parce que oui, j'ai dit doubleur et doubleuse au début, et je ne vais pas me rétracter pour ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air de comprendre ce que je pense la plupart des personnes qui emploient ce terme veulent dire. Le terme comédien de doublage, sachant que de doublage voilà, sont des comédiens spécialisés dans le doublage, si vous voulez. Mais oui, par exemple, Féodor Atkin, il a pas fait que des rôles de doublage, il a joué dans quelques films. Donc c'est un comédien tout court. Il est spécialisé dans le doublage, mais c'est un comédien tout court. Voilà, on a tendance à dire de doublage par simplification. Voilà, ça c'est un truc qu'on accepte, une simplification qu'on accepte. Mais doubleur, non, on n'accepte pas, hein, ça va pas. Cela dit, je comprends qu'on dise pas doubleur comme ça parce que voilà, c'est pas vraiment une fonction et c'est un peu réducteur là totalement. Mais quand je dis doubleur ou doubleuse, je ne fais pas référence au travail de la personne, mais par rapport à sa fonction au sein du film. Quand vous m'entendez dire le doubleur de tel personnage est ci ou ça, hein, bon, sachant qu'en général c'est pas ci ou ça, c'est une personne, non, mais voilà, le doubleur ou la doubleuse de tel personnage, c'est machin ou machine, hein, voilà, c'est plus respectueux comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est la personne qui double ce personnage s'appelle, voilà, je nomme cette personne par rapport à la fonction qu'elle a au sein du film. C'est-à-dire qu'il y a forcément une personne qui est présente pour doubler ce personnage, et plutôt que de dire celle qui double tel personnage est, je dis le doubleur ou la doubleuse est. De façon à me simplifier la vie. Mais je ne dis pas ça par rapport à sa fonction, son travail, je dis ça par rapport à sa fonction basique au sein du film, tout court. Et c'est ce que je fais en partie parce que tous les doubleurs dans un film ne sont pas tous forcément des comédiens. Bon, bien entendu, au sens strict, s'ils jouent dans un film, ça veut dire que techniquement ils sont comédiens. Hein, c'est définition basique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que prenons par exemple Jim Hawkins dans La Planète au Trésor, il est doublé par David Hallyday. Et pour autant que j'apprécie le jeu de David Hallyday au doublage, c'est pas un comédien. C'est pas vraiment sa fonction. Il a pas joué dans beaucoup de films en dehors de celui-là. Donc son job c'est plutôt d'être musicien. Il a aussi fait du sport automobile ou une connerie comme ça, je sais pas, il a fait pas mal de trucs David Hallyday. Mais ça a jamais été vraiment un travail qu'il a défini, ça, comédien, David Hallyday. Donc pour moi ça me fait un peu bizarre de dire que c'est un comédien de doublage. Pareil, je sais pas pour Laurie, c'est une chanteuse Laurie. Elle fait du travail de doublage acceptable, mais c'est une chanteuse. C'est ce qu'il a défini en premier, vous voyez. Donc comédien de doublage, pour moi, c'est un métier vraiment défini sur une vocation qui s'étend sur pas un ou quelques rôles, mais vraiment sur plusieurs, qui montre qu'on a vraiment dédié une bonne partie de sa vie à ça. Richard Darbois, Sauvane Delanoë, etc. Ce sont des comédiens spécialisés dans le doublage, hein, si on veut être vraiment technique, et à ce moment-là, oui, je peux les qualifier en tant que comédiens. Mais étant donné que techniquement n'importe qui peut faire du doublage à un moment donné, Claire Chazal a fait du doublage dans Le Monde de Dory. C'est une comédienne de doublage, selon vous, peut-être. Je trouve que c'est plus logique d'un point de vue personnel, de dire doubleur de façon générale pour qualifier le rôle d'une personne au sein du film. La personne qui a doublé tel personnage, la personne qui s'est chargée de faire la voix du personnage en question, le doubleur, la doubleuse. Ça me permet d'avoir un terme plus global et ça m'évite d'utiliser le terme comédien de doublage un peu à tort et à travers pour moi.
Et je crois que je me suis suffisamment entendu là-dessus. Alors, le gros morceau de cette vidéo, je pense, ça va être de revenir sur la mise au point HS que j'ai faite sur les jeux vidéo. Et... oh mon Dieu! Alors, j'ai eu beaucoup de retours très sympathiques. Hein, beaucoup de gens ont adoré ma liste. J'ai eu des gens qui ont fait leur liste de jeux vidéo favoris et c'était cool de voir vos jeux vidéo favoris. C'était très sympathique. Seulement, on m'a repris à 2-3 moments parce que j'ai pas cité certains jeux. Et à 2-3 moments, c'était compréhensible. Mais il y a certains a priori que j'ai eu de la part de certains par rapport au fait que j'ai pas mentionné tel jeu qu'il adorait. Et j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. Alors je vais en parler en détail, mais pour l'instant j'aimerais revenir un petit peu sur mon top 15 pour dire que si c'est un top 15, ça veut pas forcément dire que c'est genre les 15 seuls jeux auxquels j'ai joué et que j'ai apprécié. Nous sommes d'accord, j'espère. J'ai joué à des tas de jeux. Faut bien savoir que depuis plusieurs années maintenant, j'ai plus trop l'occasion de jouer souvent à des jeux vidéo, donc c'est un petit peu une perte pour moi, mais quand j'étais, je sais pas, du collège à l'université, putain, j'étais un putain de gamer, hein. J'arrêtais pas de jouer aux jeux vidéo, c'était genre mon occupation numéro 1. C'est-à-dire que je travaillais à mes devoirs, etc. parce que j'étais un peu studieux, puis je rentrais chez moi, je bouffais, je regardais peut-être les séries sur M6, et sinon, jeux vidéo, hein. C'était mon occupation principale. Alors, j'ai pas joué qu'à 15 jeux vidéo de ma vie, hein. J'en ai joué à des tas et des tas et des tas. Donc ça m'embête un petit peu quand je vois certaines réactions par rapport à l'absence d'un jeu vidéo qu'ils ont aimé, qui se disent « Oh, s'il n'est pas dans cette liste, ça veut dire qu'il y a pas joué. » Non, ça veut dire qu'il n'est pas aussi bien que les 15 premiers. C'est pas forcément dire que j'y ai pas joué. Bien entendu qu'il y a une petite possibilité que j'y ai pas joué, mais... merde quoi, j'ai joué à des tas et des tas de jeux quoi, ça se limite pas à 15 jeux, mon passé de gamer. D'ailleurs, je pourrais facilement vous faire un top 50. D'ailleurs, je vous en ai fait un. Vous vous retrouverez peut-être plus là-dedans, et c'est un top 50, mais c'est loin de représenter à nouveau tous les jeux auxquels j'ai joué. C'est une liste qui est grandement composée, si vous n'avez pas suivi dans le détail, de jeux RPG, parce que c'est mon genre de prédilection, je pense que vous l'avez remarqué maintenant, et il y a d'autres jeux que j'ai appréciés et auxquels j'ai aimé jouer, et ça se limite pas à ça. Et ce qui me fait revenir à la deuxième réaction qui m'a vraiment vexé. Alors là, ça m'a vraiment vexé. Ce qui revenait à dire, ce jeu est pas dans le top 15, ça veut dire que je l'aime pas. Ok. T'as pas idée d'à quel point c'est vexant? Je parle à la personne parce qu'il y a 2 personnes qui ont fait ça, donc si vous ne devez pas être très nombreux, mais... Donc toi qui m'as fait ce commentaire-là, t'as pas idée d'à quel point c'est vexant de faire cette accusation-là? Je trouve pas qu'un jeu fait partie de mon top 15 des meilleurs jeux vidéo, ça veut dire que je l'aime pas. Genre, j'aime que 15 jeux dans la vie. Il y a que 15 jeux qui méritent mon approbation. Les autres, je trouve que c'est de la merde. Non! Ce top 50 que vous avez vu, je pourrais vous faire facilement un top 100. Et je vais pas vous le faire parce que ça me demanderait trop de temps, mais il y a largement eu 100 jeux que j'ai appréciés dans ma vie, et même plus, hein. Je sais pas si je pourrais vous faire un top 200 par contre, parce que ça serait peut-être un peu gros, mais ouais, j'ai adoré énormément de jeux dans la vie. Et ce top 15, il a été très difficile à faire parce que j'ai dû jongler avec beaucoup de franchises, de jeux que j'ai adorés. Même le top 50, hein, dans mon top 50, il y a certains jeux que j'ai pas pu mettre parce que j'ai trouvé pas tout à fait aussi bien que les 50 premiers, mais j'aime quand même. C'est ça le truc, faut vraiment arrêter de croire quand quelqu'un fait une liste du top 20, du top 15, des trucs qu'il aime, ou ce que vous voulez, que si c'est pas dans ce top 20, ça veut forcément dire qu'il aime pas. C'est un résumé ultra grossier et super insultant pour la personne parce que ça revient à casser ses goûts, à réduire ses goûts à rien en fait. Oh, c'est pas dans ton top 15 t'aimes pas, ça veut dire que t'aimes que 15 jeux dans la vie? Non, c'est largement plus que ça. Oh. Et donc, ouais, on m'a repris sur certains trucs. Alors, c'était surtout par rapport à une franchise en particulier, sur celle-là que je m'apesantirais, mais je vais quand même revenir sur certaines franchises dont on m'a parlé
sur lesquels, bon, j'aimerais dire deux, trois mots. Alors, on m'a repris sur la série des Mario en règle générale. J'ai beaucoup de gens qui ont parlé des jeux Mario, de plateforme, c'est des classiques. J'ai joué à beaucoup d'entre eux, surtout les 2D. Je suis pas fan de la plateforme 3D, je vous cache pas. C'est personnel, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc, ouais, la plupart des jeux Mario plateforme, je les ai appréciés. Mon préféré, c'est Super Mario World. Voilà, j'ai apprécié. J'ai joué au RPG sur GBA et sur DS. Et je les ai appréciés aussi. Il y en a un qui est dans mon top 50. On m'a parlé des jeux Zelda. Alors oui, il y a beaucoup de jeux Zelda que j'ai appréciés. C'est assez bizarre de dire qu'il y a des Zelda-like que je préfère aux jeux Zelda, mais c'est le cas. Il y a quelques Zelda-like que je préfère aux Zelda. Le petit truc avec les jeux Zelda qui mérite un chouïa, hein, c'est pas énorme, hein, ça mérite quand même un chouïa, c'est qu'on n'arrête pas de dire que c'est des RPG. Ça n'a jamais été des RPG pour moi. Il y a quelques éléments d'évolution du personnage, mais punaise, c'est le même principe que, je sais pas, les jeux Metroid. Les jeux Metroid, c'est pareil, il y a le même principe, mais j'ai jamais entendu personne dire que les jeux Metroid c'était des RPG, alors que ça suit exactement le même principe de progression que les jeux Zelda, hein. En l'essence même du jeu, c'est le même principe, quoi. Tu gagnes de nouvelles capacités, tu as des power-ups qui donnent accès à plus de missiles, plus de vie, etc. Même principe que les jeux Zelda, hein. Même principe. Personne dira que les jeux Metroid c'est des RPG. Et c'est pareil pour moi, un Zelda c'est pas des RPG. C'est des jeux d'aventure-action, très fun, mais c'est pas des RPG. Ensuite, on a parlé des jeux moteurs. Alors, j'ai pas joué au tout premier. Je suis même pas sûr qu'il a eu droit à une traduction anglaise officielle, celui-là. Enfin, peut-être que je me trompe. Alors, j'ai joué à Earthbound, qui est super rigide pour moi. Vous m'excuserez, je dis pas que l'histoire est mauvaise, parce que l'histoire est quand même bien fichue, mais le gameplay, en voulant chercher à partir dans le réaliste un petit peu, devient ultra rigide et gonflant et saoulant à la longue avec ce système d'inventaire qui vous restreint plus qu'autre chose et ça vous gâche l'expérience. On a un système d'argent qui était gavant aussi. Il y avait beaucoup de trucs qui me gavaient, qui fait que c'était super rigide à prendre en main et ça aidait pas à profiter de l'aspect RPG. Et puis j'ai dit un truc par rapport à ça. L'histoire part trop souvent dans des trucs trop space. Mais pas pour une raison précise, c'est parce que ça a envie d'être space. C'est pas pour dire que j'aime pas le jeu, mais j'irais clairement pas le qualifier d'un des plus grands RPG de tous les temps, simplement parce qu'il est original. Parce que je peux lui concéder ça, il est très original. Mais l'originalité ne fait pas la grandeur pour moi, et ça a pas su parfaitement gérer son originalité. Après, il y a eu Mother 3, auquel j'ai pas joué, donc je peux pas avoir vraiment un avis là-dessus. J'ai vu un let's play et l'histoire déjà a l'air d'être mieux travaillée, les personnages ont l'air d'être mieux développés, parce qu'il faut dire que dans Earthbound, en plus de notre héros muet typique, les trois personnages qui l'accompagnent ont genre un petit instant pour être un tout petit peu développés, mais après c'est genre nos quatre héros muets, quoi. Aucune personnalité très forte, ces quatre personnages-là. Là, ils ont mieux fait dans Mother 3, ils ont davantage développé les personnalités de nos personnages principaux. Encore que je pense que ça aurait pu être encore mieux fait à certains moments donnés. Mais bon, c'était quand même beaucoup mieux. L'histoire avait l'air quand même beaucoup mieux écrite. Et bon, le gameplay avait l'air d'être moins rigide. Donc je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié Mother 3 que Earthbound, si j'y avais joué. Après, il y a quand même toujours le petit côté, on fait du space pour le plaisir de faire du space. Voilà, c'est pas particulièrement mon truc. J'en ai déjà parlé, je suis pas fan de la scène des éléphants roses dans Dumbo parce que ça n'apporte rien techniquement au récit global. C'est un peu pareil avec les jeux Mother pour moi. C'est ce côté space, c'est un peu gratuit que vous faites, qui n'apporte absolument rien à l'intrigue globale. Ça me parle pas. Ensuite, voilà, je me suis bien étendu là-dessus. On va parler de Life is Strange. J'y ai pas joué, je trouve pas que l'histoire soit si extraordinaire que ça. Elle est pas mal, mais je la trouve pas si extraordinaire que ça. Ouais, je sais pas, je vois pas en quoi c'est un grand phénomène ce jeu personnellement. Même en termes de gameplay, j'ai déjà vu ça avant. Ensuite, on va parler des séries Metal Gear Solid et Silent Hill. J'aime bien les histoires que ça raconte, les personnages aussi. Après, je suis pas du tout fan de ce genre de jeu. Les jeux d'infiltration et les jeux de survival horror, j'arrive pas à prendre ça en main, donc ça me
ça me laisse de marbre et j'arrive pas vraiment à jouer à ces jeux-là. Mais pour les découvrir en let's play, je trouve qu'il y a une vraie ambiance très sympathique. Je trouve qu'on a fait peut-être un peu trop des caisses sur la grandeur du scénario des jeux MGS, tout à fait personnellement, mais ça reste quand même de bons jeux qui racontent une histoire assez prenante. Et les jeux Silent Hill ont vraiment une ambiance très très prenante, largement supérieure à celle des jeux Resident Evil pour moi. Ensuite, on a parlé des jeux Zero Escape. Il y en a un qui est dans ma liste des 50 meilleurs jeux, c'est-à-dire 999. Et j'ai moins apprécié les suites parce que ça partait un peu trop dans le what the fuck scientifique pour moi. Et c'est devenu une espèce d'excuse pour justifier des révélations qui pour moi sont assez décevantes. Je vais pas aller plus loin parce que c'est quand même des jeux qui méritent d'être découverts, parce que ouais, ça repose quand même sur une intrigue et des énigmes à résoudre, c'est très fun ça aussi, et des personnages hauts en couleur que j'adore, hein, surtout dans le premier jeu. Et je trouve que le gameplay a été mieux fignolé dans le deuxième jeu. Le troisième jeu, c'était une perte de vitesse pour moi, pour beaucoup de choses, que ce soit pour l'histoire ou les personnages. Mais voilà, le deuxième jeu partait sur trop de délire qui passait moyennement pour moi. Je sais pas, mais à cause du deuxième jeu, Virtue's Last Reward, maintenant je déteste le chat Schrödinger. Je sais pas exactement de quoi ça parle en termes de physique quantique, mais dans une histoire maintenant, dès lors qu'on dit le chat Schrödinger, moi ça m'irrite, ça me rebrousse les poils ce truc-là, tellement ça a été utilisé comme facilité de merde pour justifier beaucoup de trucs dans le deuxième jeu. Donc c'est ça qui fait que j'ai moins apprécié le deuxième jeu, même si j'apprécie beaucoup grâce aux personnages en couleur et des énigmes très sympathiques et certains moments assez forts, j'ai pas nié. Mais voilà, le premier c'est le meilleur pour moi. Et le troisième, il y a une baisse de qualité très décevante et beaucoup de choses à redire, encore plus que dans le deuxième jeu en termes de logique, qui fait que j'ai moins accroché. La saga des jeux Professeur Layton. Alors c'est fun pour les énigmes, même si elles commencent un petit peu à se répéter à la longue. Et l'ambiance est un côté très calme, très relaxant, à de nombreux moments qui arrivent à m'agripper un peu. Le problème que j'ai avec ça, c'est que l'histoire globale, en règle générale, m'agrippe pas particulièrement. Les énigmes qu'on crée s'imbriquent pas dans quelque chose de très bien ficelé, je trouve. Autant le premier jeu, on se trouvait dans une ville où les habitants étaient férus d'énigmes, mais maintenant toutes les villes du coin ont des gens qui ont des énigmes à proposer. Hey, j'ai une énigme pour vous. C'est très forcé pour balancer le gameplay dans votre histoire. Et une histoire qui, en règle générale, est sympathique, mais pas extraordinaire pour moi. Voilà, j'apprécie l'ambiance. Les énigmes sont toujours sympathiques. Il y a même dans la présentation certaines d'entre elles qui sont très, très fun à faire. Mais l'histoire globale n'a jamais été quelque chose qui m'a grandement marqué. Et je pense que le gros problème par rapport à ça, ce qui m'empêche d'avoir une vraie passion pour ces jeux, je pense, même si j'y ai joué à presque tous, c'est le fait que le professeur Layton est trop parfait. Déjà que je suis pas particulièrement fan de Luke, qui est genre le petit garçon modèle qui suit bêtement son mentor. Le personnage de Layton est beaucoup trop parfait. Il sait tout sur tout, il est jamais désemparé, etc., etc. Et ce qui fait que il a pas de grande saveur. Une fois qu'on a passé son côté un petit peu flegme britannique, ouais, c'est pour ça que je préfère 100 fois Phoenix Wright. Parce que Phoenix Wright est quelqu'un qui a des doutes, qui se plante. Ce qui fait que quand il arrive à monter au sommet et à faire savoir sa grandeur, à montrer ses capacités, il y a un vrai sentiment d'accomplissement là-dedans qui vous donne vraiment le peps. Et là, alors que le professeur Layton, en règle générale, à la fin, il a tout compris, il est génial, etc. Voilà. Mon opus préféré des jeux Layton, c'est le troisième, parce qu'on le montre enfin montrer un peu de faiblesse. C'est ça qui arrive à le rendre un peu humain, mais en règle générale, il est trop parfait. C'est ça qui gêne un petit peu. Ensuite, ok, je vais pas aller plus en détail dans tout le reste. On m'a parlé rapidement de Koudelka et de Legend of Dragoon, une personne, et c'est vrai que c'est de très bons jeux. Surtout Koudelka, j'ai apprécié le fait qu'on veuille mélanger un peu le genre horreur et RPG. C'était très cool ça, j'ai pas vu beaucoup de jeux le faire.
Et oui, Golden Sun aussi, j'ai adoré les deux premiers. Le troisième était très frustrant parce qu'ils sont partis sur une espèce de tangente bizarroïde qui gênait vraiment l'appréciation. Et le plus frustrant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de suite. Alors que ça ne vaut rien sans suite, ce jeu. Voilà, c'est comme le premier jeu Golden Sun sans Golden Sun 2, ça vaudrait beaucoup moins que ça ne vaut. C'est pour ça que je les considère comme un tout, Golden Sun 1 et 2. Et Golden Sun 3, apparemment, n'a pas connu un assez grand succès pour générer une suite, semble-t-il. Alors je sais pas, j'ai pas suivi en détail l'actualité, mais ça fait quand même quelques années qu'il est sorti. Et il n'y a pas l'ombre d'une suite qui se dévoile. Donc voilà, il est très frustrant ce jeu, même si je l'apprécie. À nouveau, le gameplay est toujours très sympathique. Et on introduit des personnages qui sont pas mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord. Bon, alors j'ai fait un peu le tour des jeux dont on m'a parlé. Alors on va parler donc du gros morceau. La catégorie de jeux pour laquelle les gens ont réagi. Oh, ils sont pas dans ta liste, ça veut dire que tu les aimes pas. Ouais. Oui, on va parler de ce jeu-là. Et c'est les jeux, évidemment, Kingdom Hearts. Voilà. Les jeux Kingdom Hearts que j'apprécie, mais pas autant que mes 15 jeux préférés, vous m'excuserez. Voilà, c'est comme ça. Excusez-moi de ne pas ériger un monument à l'encontre de ces jeux vidéo pour dire qu'ils sont majestueux et parfaits, parce que c'est pas ce que je trouve, c'est pas l'impression qu'ils me donnent tout à fait personnellement. Voilà. Donc, on va parler un petit peu en détail de ces jeux-là pour vous donner mon impression globale de la franchise, sachant que j'ai pas joué à tous, pour une raison tout à fait évidente, ils sont pas sortis sur les mêmes supports, ce qui est déjà mon premier souci avec la franchise. C'est-à-dire que c'est quand même une histoire assez complexe, on le verra, et qui repose sur le fait de suivre plus ou moins tout pour bien tout comprendre, et même en ayant suivi à peu près plus ou moins tout, je comprends pas tout très bien pour l'instant, mais bon, normalement, le troisième opus qui devrait sortir dans pas très longtemps devrait apporter des réponses enfin, et ouais, déjà, ces espèces de différents supports qu'on doit avoir pour comprendre toute la franchise, toute la saga, c'est un problème pour moi, et je vais en parler dans pas très longtemps, mais tout d'abord, on va parler du premier jeu, Kingdom Hearts 1, mon préféré du lot. Franchement, même si c'est clair et net que le gameplay a mérité d'être amélioré, j'ai beaucoup apprécié cette histoire où on a trois personnages, Riku, Kairi et notre héros principal Sora, qui partent à l'aventure, enfin surtout Sora qui partira à l'aventure avec Donald et Dingo et donc visitera différents mondes pour contrer une espèce de complot contre le bien fait par Maléfique semble-t-il, mais il va y avoir des changements par rapport à ça. C'était cool, cette découverte de différents mondes, pouvoir jouer avec différents héros, on pouvait jouer avec Tarzan, on pouvait jouer avec Jack Skellington. Au passage, oui, c'est mon incarnation préférée de l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein. Je préfère largement l'histoire qui est racontée dans Kingdom Hearts 1 que dans le film, personnellement. C'est assez rare à souligner parce que, en règle générale, le problème avec la découverte de ces mondes-là, c'est que c'est assez souvent une version au rabais de ce que raconte le film. Ne serait-ce que dans Kingdom Hearts 2 par exemple, lorsqu'on voit l'armée dirigée par Shan Yu et qui menace la Chine, ben en fait c'est juste Shan Yu et quelques petits sans-cœurs derrière lui, une petite trentaine de sans-cœurs derrière lui qui volent vers nous. Oh mon Dieu. Enfin bon, c'est ça le problème, c'est une version résumée de ce qu'on voit dans le film, dans laquelle jouent nos héros. Et ça perd un petit peu de poids par rapport à ça. C'est pour ça que je préfère les scénarios où c'est justement pas calqué sur l'histoire du film. C'est ce que je préfère. Et il y en a quelques-uns comme ça, le monde d'Hercule par exemple. C'est pas trop embêté à créer une histoire complexe, mais au moins ils sont partis sur des trucs différents de ce qu'on a dans les films. Par exemple, c'est pour ça que c'est un monde qui revient souvent. Enfin bref, le gameplay, même s'il méritait d'être peaufiné, était très cool. Les personnages étaient sympathiques, même s'il y avait quelques résumés un petit peu grossiers, c'était cool de découvrir ces différents mondes. Voilà, c'était un bon système de jeu que j'ai adoré. J'ai adoré beaucoup de personnages, j'ai adoré pas mal de choses dans la résolution, la petite révélation de fin qui était bien amenée, je trouve. La suite, c'est Kingdom Hearts 2.
Alors, c'est pas ça, en fait, la suite. C'est pas Kingdom Hearts 2, mais j'ai jamais entendu parler de Kingdom Hearts Chain of Memories quand est sorti Kingdom Hearts 2. Donc, vous imaginez ma surprise quand j'ai découvert Kingdom Hearts 2 et que j'étais paumé de découvrir ces nouveaux personnages qui avaient une introduction très tardive, qui était pour la plupart expédiée très vite, et dont les aspirations étaient un peu bizarres à suivre. Je vous cache pas que j'étais super paumé. Je vous cache pas que j'étais super paumé durant une bonne moitié du jeu à comprendre exactement ce qui se passait. Et l'autre moitié, on montrait ces nouveaux personnages de l'Organisation 13 dont j'en avais rien à branler de la plupart. Parce qu'ils n'ont pas été bien introduits, parce que leurs menaces étaient pas clairement définies pour quelqu'un qui passait de Kingdom Hearts 1 à Kingdom Hearts 2. Et je vous cache pas que ça m'a grandement ôté le plaisir du jeu, même si ça restait très fun à faire. C'est un jeu que j'aime beaucoup quand même, hein, qu'on se comprenne bien. Hein. Tous les jeux que j'ai critiqués jusqu'à présent, je les apprécie plus ou moins. Hein. C'est pas des jeux que je déteste. Il n'y a aucun jeu que j'ai cité dans cette liste, pour l'instant, que je déteste. Mais il y en a que j'aime moins que d'autres, parce qu'il y a des défauts inhérents, et je trouve que le Kingdom Hearts 2 a des défauts par rapport au fait qu'on introduit tout un nouveau truc qui, de façon expédiée, est pas super claire. Mais ça n'empêchait pas d'apprécier de nombreux combats. Le système de gameplay était quand même amélioré par rapport au précédent jeu, ça c'était cool. Et ouais, la conclusion était quand même plus satisfaisante si on prenait pas trop en compte le conflit avec l'Organisation 13 qui m'a laissé de marbre. Et cette espèce de complexité qu'on crée, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qu'on croyait voir à la fin du premier jeu, c'était pas celle qu'on croyait, c'est plus compliqué que ça, blablabla. Ça m'avait un petit peu frustré ça m'avait empêché de grandement profiter du scénario du jeu, qui au passage m'a pas grandement marqué. Voilà, j'ai pas accroché à ces méchants, j'ai pas accroché à grand chose dans ce qui a été mis en place dans cette histoire, à part la conclusion entre nos trois personnages centraux. Voilà, ça m'a pas empêché d'apprécier les films, les différents mondes liés aux films Disney, etc. Mais ce problème d'histoire m'a grandement gêné, et c'est ce qui fait que c'est pas un film que c'est pas un jeu que j'adore autant que d'autres. J'aime beaucoup, mais je l'adore pas autant que d'autres. Et c'est un peu le problème que j'ai avec certains jeux dont j'adore le gameplay, comme par exemple Final Fantasy XII, mais qui m'a laissé complètement de marbre avec son histoire et ses personnages. Et c'est pour ça que c'est pas un jeu que j'adore, malgré le fait que j'ai adoré y jouer, mais l'histoire m'a vraiment pas marqué. Je me souviens quasiment plus de cette histoire-là, personnellement. Et c'est plus tard que j'ai découvert Kingdom Hearts Chain of Memories sans y jouer, parce que vraiment le système m'attire pas du tout. Jouer à base de cartes, faire des actions à base de cartes, ça m'a jamais attiré. J'ai essayé rapidement, histoire 2, et ça m'a vite gavé ce truc-là. Donc déjà, vous foutez une histoire qui est assez impérative à suivre si on veut comprendre de façon claire le second jeu, Kingdom Hearts 2. Cette histoire est dans un jeu qui, à l'origine, bon plus maintenant, mais à l'origine était sorti seulement sur Nintendo DS. Et en plus de ça, c'est même pas le même gameplay. Donc, c'est très mal foutu, je trouve. C'est très mal foutu pour que vous donniez envie à des personnes comme moi de vouloir tout suivre. Et ça m'a aidé de voir cette histoire à comprendre la situation dans Kingdom Hearts 2, heureusement. Mais bon, ça m'a pas donné beaucoup plus de complexité aux gens de l'Organisation 13, et je suis désolé, mais quand on organise aussi mal une histoire qu'on est censé suivre de bout à bout comme ça, avec différents supports de jeux vidéo, différents gameplays comme ça, pour moi c'est un gros problème, hein. C'est un gros défaut. Puis on a eu quelques jeux sortis sur DS pour agrémenter un petit peu la complexité de l'univers, parce que oui, après avoir joué au premier jeu, j'avais vraiment l'impression que cet univers avait besoin d'être ultra complexifié comme vous l'avez fait. Mais ouais, donc le premier ça a été 358/2 days. Je le prononce bien, c'est très chiant à prononcer en anglais ce truc-là, qui se concentrait donc sur Roxas. Hein, le héros de départ de Kingdom Hearts 2, et qui donnait un peu plus de profondeur à son personnage. Et personnellement, j'ai trouvé ça très superflu. Le gameplay était fun. J'ai joué à 4 jeux, comme je l'ai dit. Donc c'était Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, celui-là et un autre, Recoded. J'en parlerai dans pas longtemps. Donc ouais, ce jeu-là,
n'a pas servi à beaucoup développer les autres personnages de l'Organisation 13, ce qui fait que ça les a pas rendus plus complexes qu'avant, je trouve. Vraiment pas, donc j'en ai toujours rien à foutre d'eux. Voilà, c'est ça le truc. Quand j'ai rien à foutre des méchants, c'est un problème. Hein, les méchants ont genre une petite présence quand ils apparaissent, mais sinon ils ont rien pour eux, je trouve. Hein, vraiment. Je sais qu'il y a énormément de fans de l'Organisation 13, mais à part Axel, qui a un peu de développement, j'en ai rien à foutre des gens de l'Organisation 13. Hein. Je trouve. Donc, ouais, ça servait à développer un peu le personnage de Roxas avant. Et ouais, que ça changeait pas grand chose à comment il terminait à la fin, surtout son lien avec Naminé. Donc ça m'a pas grandement marqué, mais c'était quand même fun à jouer, hein, le gameplay était sympathique. Ensuite, on a eu Birth by Sleep, un jeu qui a lancé tout un nouveau lore dans toute l'histoire de Kingdom Hearts, avec 3 nouveaux personnages, 3 anciens manieurs de Keyblade avant. Donc, qui ont des noms très subtils, hein, c'est-à-dire Terra, Aqua et Ventus. Oh, subtil, qu'est-ce que ça représente, je me demande bien. Et je vous cache pas que j'ai pas été particulièrement fan des 3 héros. Terra était plat, je trouve. Il suivit bêtement ce qu'on lui tendait. Ventus, c'était un sous-Roxas, ou plutôt un sous-Sora, puisque Roxas est un Sora bis de base. Honnêtement, ouais, désolé de vous spoiler un petit peu le fait qu'il se retrouve dans la tête de Sora à un moment donné. Genre, il y a du monde là-dedans. Je trouvais ça tellement abusé et tellement forcé. Le seul personnage qui a su vraiment marquer dans ces 3 héros, c'était Aqua. Et c'est une bonne chose que ce soit elle qu'on ait conservée comme héroïne un peu plus tard. Donc voilà, c'est elle qui a vraiment une personnalité plus marquante et c'est elle qui a vraiment bien porté le jeu. Après, j'ai pas joué, donc je peux pas vraiment parler du gameplay, mais il y a pas mal de choses que j'ai appréciées quand même dans la mise en scène. Par exemple, le fait qu'ils découvrent tous les 3 un monde et à chaque fois, c'est 3 scènes différentes. Et ça crée une histoire par rapport aux 3 scènes que chacun aura enclenché dans un monde. Et c'était cool de découvrir les mondes des 3 princesses originales, c'est-à-dire Cendrillon, Blanche-Neige et Aurore. Et on voit vraiment que Cendrillon est la plus proactive du lot, quoi. Entre Aurore et Blanche-Neige qui sont juste des grosses victimes, Cendrillon essaye vraiment d'en faire un peu. On voit quand même qu'ils se rendent compte qui a le plus de personnalité, qui est le plus poussé parmi ces 3-là. Donc, voilà, c'était fun. Il y avait pas que ces 3 mondes-là, il y avait d'autres mondes et c'était cool à voir. L'histoire centrale m'a pas marqué plus que ça, mais j'ai bien apprécié le fait qu'on soit parti sur Aqua à la fin et le petit clash final était quand même assez important, assez prenant. Ça mettait bien en place le grand méchant qu'il y aura dans Kingdom Hearts 3. Ensuite, on a eu un jeu un peu à part, un peu parenthèse, dira-t-on, Recoded, où on joue un Sora dans un monde numérique qui sera rejoint par les vrais Donald et Dingo. Et donc, il y aura plus ou moins les mêmes aventures qu'a vécu le vrai Sora, mais avec quelques petits changements. Et allez, c'était acceptable en termes d'histoire. Ce qui est quand même plus intéressant là-dedans, c'était le gameplay. Ils ont essayé de jouer un petit peu sur ce nouvel environnement et donc ça donnait quelque chose de sympa à jouer. Donc ouais, c'est un jeu que j'ai apprécié, Recoded, mais pas non plus transcendant. Ça a amené aussi une espèce de petite annonce pour ce qu'on verra pour le prochain jeu, Dream Drop Distance, auquel je n'ai pas joué, où cette fois on suit Riku et Sora qui sont dans un monde imaginé, hein, c'est-à-dire qu'on leur crée un monde dans lequel ils doivent se balader à part l'un l'autre. Et là, ils ont fait un petit peu comme Birth by Sleep, c'est-à-dire que chacun influe de façon différente sur l'histoire et donc ça crée un tout. C'était cool par rapport à ça. Développer le personnage de Riku comme ça était bien. Sora était égal à lui-même. Voilà, à la longue, il commence à perdre un petit peu en poids le personnage de Sora à force de le montrer comme ça, je vous le cache pas, mais ça allait quoi. Et il y avait un dénouement de fin qui m'a plu. Mais c'était vraiment une bande-annonce presque pour le 3, et une excuse pour justifier comment ça se fait que dans Kingdom Hearts 3, Sora va avoir très peu de pouvoir, alors qu'il est censé avoir toute cette expérience derrière lui. Ben voilà, on a une explication. Toudou. Ouais, le problème que j'ai avec ça, c'est que tous ces jeux sont assez importants à suivre
pour comprendre, je pense, tout ce qui sera mis en place dans Kingdom Hearts 3. Et c'est vraiment quelque chose qui s'adresse vraiment aux fans assidus qui auront tout suivi. Et c'est ça le problème. Parce que si vous êtes un peu comme moi à mes débuts quand j'ai découvert la saga Kingdom Hearts, vous serez complètement perdu dans certains trucs qui auront été mis en place dans des jeux auxquels vous n'aurez pas forcément joué. Et heureusement que maintenant, à l'heure d'internet, c'est pas compliqué de regarder un let's play de tel ou tel jeu, donc maintenant c'est pas trop compliqué de pas se perdre, mais à l'époque, à la sortie de Kingdom Hearts 2, c'était pas quelque chose de courant, et c'est ça qui a grandement entaché mon appréciation du deuxième jeu. Bon, enfin bon, j'en parle rapidement du dernier mini-jeu qui s'appelle A Fragmentary Passage, où on se centre un peu sur Aqua. Là où elle se trouve à la fin du jeu Birth by Sleep, j'imagine que ça jouera un petit rôle. On la fait rapidement interagir avec Mickey, histoire de dire « Ah, vous voyez, à la fin de Kingdom Hearts 1, elle était là !» Voilà. Mais sinon, ça apportait pas grand-chose. Il y a un micro-bonus, je pense pas que ça coûtait très cher, ça. Donc, ouais, c'est une saga que j'apprécie, mais qui se perd trop facilement dans la complexité et dans les différents supports pour arriver à être parfaite, aussi génialissime que certains le disent pour moi. Mais j'ai grandement apprécié les 4 jeux auxquels j'ai joué. J'ai bien apprécié Kingdom Hearts 2, surtout en termes de gameplay et de moments dans différents mondes. L'histoire globale m'a pas grandement marqué. J'ai beaucoup apprécié Kingdom Hearts 1 par son gameplay, même s'il était moins réussi que dans Kingdom Hearts 2, et par rapport à l'histoire un peu simple et bien foutue qu'ils ont voulu raconter là-dedans. Je pense que ça a mieux marché pour moi parce qu'ils sont moins partis sur ce truc vachement complexe qui doit s'étendre sur je sais pas combien de jeux. Ça m'a un peu gavé, ça. Mais globalement, c'est des jeux qui valent le coup, qui méritent leur succès, je ne le nie pas une seconde, et je suis impatient de voir un let's play de Kingdom Hearts 3, parce que je pense pas que j'achèterai une console juste pour ce jeu-là. Enfin, sait-on jamais, peut-être que je pense que ça sortira sur la même console que le reboot de Final Fantasy VII, et à ce moment-là, peut-être que je sauterai le pas et je me lâcherai pour acheter la console et les 2 jeux. Et à ce moment-là, ça me coûtera un bras, mais ça vaudra un peu le coup. Mais ouais, je suis quand même impatient de voir ce Kingdom Hearts 3, malgré les mauvaises choses que j'ai à en dire. Il faut bien garder en tête que malgré toutes les mauvaises choses que j'ai pu dire sur la liste de jeux que j'ai énumérés jusqu'à présent, c'est des jeux que j'apprécie. Sinon, je n'y aurais pas joué jusqu'au bout. Si ça avait été des jeux que je n'appréciais pas, je ne les aurais pas finis. Des jeux que j'apprécie vraiment pas, ce sont des jeux que j'arrête au bout de quelques heures, parce que ça n'arrive pas à m'agripper. Il y a des jeux qui ont su m'agripper pendant un petit moment et que j'ai arrêté au bout de plusieurs heures parce que je sentais que ça commençait à me lasser. Mais en règle générale, c'est rare, et un jeu que je connais en détail, c'est soit un jeu auquel j'ai joué jusqu'au bout, soit un jeu que j'ai vu en let's play, et à ce moment-là, je connais en détail l'histoire que ça raconte, mais je connais pas en détail le gameplay. Voilà, c'est le petit détail. Mais voilà, j'apprécie les jeux Kingdom Hearts. Et c'est pas parce qu'ils sont pas dans mon top 15 que c'est pas des jeux que je recommanderais pas ou quoi que ce soit. Mais c'est pas parce que ça reprend de licences que j'aime bien comme Final Fantasy et Disney que c'est forcément génialissime. Il faut pas juste mélanger de trucs que j'aime pour que je trouve ça parfait. Il y a quelque chose à faire en plus. Et ça a réussi à faire des choses en plus, les jeux Kingdom Hearts, mais pas non plus au point de les hausser au niveau de mes 15 jeux préférés. Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Kingdom Hearts 2, qui considèrent ça comme un des plus grands RPG de tous les temps, genre le plus grand RPG de tous les temps. Et tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous si vous n'avez pas été gêné par cette espèce de complexité forcée, ces nombreux personnages qui sont sous-développés en tant que méchants, mais moi ça n'a pas su m'agripper énormément. Ça a su m'agripper un peu, c'est pour ça que j'apprécie bien ce jeu, mais pas aussi énormément que vous. Donc je pensais à faire cette petite mise au point par rapport à ça, qui a dû dépasser l'heure à ce stade, je pense, parce que c'est important pour moi de préciser que j'ai joué à des tas et des tas et des tas de jeux. Et c'est pas parce que j'ai pas mis un jeu dans ma liste des 15 meilleurs jeux que je trouve que c'est un mauvais jeu, loin de là. Et c'est pas parce que je trouve que certains jeux ont des défauts importants que ça veut dire qu'ils sont mauvais.
Voilà, je suis sûr qu'il y a des gens devant leur écran qui doivent se sentir un peu outrés, un peu insultés, que j'ai dit du mal de Kingdom Hearts 2, mais voilà, ça veut pas dire une seule seconde que je trouve que c'est un mauvais jeu. C'est un jeu qui mérite clairement d'être joué, vraiment, et qui vaut quelque chose, c'est évident. C'est pas pour rien qu'il est aussi populaire et il mérite sa popularité. Mais c'est pas pour ça que je vais dire que tout est génial pour moi, parce que pour moi tout n'est pas génial dans le jeu. Il y a des défauts importants et c'est pour ça qu'il n'est pas dans ma liste des 15 meilleurs jeux. C'est pour ça que certains jeux que j'ai cités avant sont pas dans ma liste des 15 meilleurs jeux, parce qu'il y a des défauts importants qui n'entachent pas la qualité globale, qui arrive à être tout à fait acceptable et tout à fait sympathique, mais qui m'empêchent d'apprécier énormément ce jeu-là et qui fait qu'il n'est pas aussi bien placé que vous l'espériez. Je m'excuse, mais ce sont mes goûts à nouveau et je pense m'être suffisamment étendu là-dessus. Je sens que le montage va être atroce. À bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.